vous allez recevoir cette déclaration d'impôt, de revenus plutôt pré-remplie. Justement, comment la vérifier, s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, corriger éventuellement. On en parle avec vous, Maître Jérôme Barré. Bonjour, Maître. Bonjour David Jaco. Content de vous retrouver en également. chair et en os. Bien en chair. Avocat associé chez Yards. Exactement. Alors c'est plus Franklin, c'est plus Barré associé. Non, c'est Yards. Barré associé s'est rapproché d'une autre maison et puis ne voulait pas avoir son nom Barré associé. C'est mieux d'avoir un nom plus générique comme donc, ça. Yards. On favorise les jeunes pousses. C'est bien. Bon. Et franchement, c'est merveilleux comme cette déclaration automatique de revenus. Oui. Ça simplifie la vie des contribuables. Oui, Sur principe, oui. c'est génial quand même. Non? Dès lors qu'on n'a que des revenus en France et que ce soit des revenus d'activité salariée, ça ne marche pas pour les revenus fonciers. Les revenus d'activité salariée, revenus bancaires, plus-value, on n'a pas besoin de vérifier. Et même on a un certain nombre de contribuables pour lesquels on n'a même plus besoin de remplir la déclaration puisque tout est bon. Il suffit simplement salarié retraité, d'acquiescer à salarié, retraité. Et puis je vous dis, quand on a un petit portefeuille ou un gros portefeuille, c'est calculé automatiquement par la banque, c'est prélevé, c'est terminé. Bon, mais il faut quand même vérifier. Il faut vérifier les éléments qui sont contenus dans cette déclaration pré-remplie. Toujours vérifier. Est-ce que, par principe, il faut le faire, évidemment, mais il y a des coquilles parfois, et si oui, de quel genre? C'est vraiment, c'est pas de Il y a bol, des coquilles dans le cas des salariés, par exemple, quand vous avez des salariés qui ont des primes d'expatriation parce qu'ils partent un certain nombre de jours dans l'année pour aller vendre la bonne parole de leur entreprise ailleurs, donc dans le cadre d'un développement commercial, là, il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir une erreur aussi parce que ce qui est inscrit par l'entreprise, la perception de l'entreprise, par exemple, dans le cas de stock option ou de BSPCE, vous savez, les stock options, c'est les titres qu'on vous donne, bons de souscription de part de créateurs d'entreprise. Il peut y avoir une différence d'appréciation, notamment pour les salariés qui ont des stock options et qui ont navigué dans différents pays. Normalement, vous avez une espèce de prorata loci en fonction à la fois du temps et des déplacements, des lieux dans lesquels vous vous êtes déplacé. Et il peut y avoir un décalage entre ce qu'estime l'entreprise qui, par exemple, vous équalise, ce n'est pas un très joli mot, mais qui prend une rémunération, quel que soit l'endroit où vous serez, ce sera la même. Et là, il peut y avoir un décalage. En général, l'administration a du mal à vous croire, elle va croire ce que l'entreprise a déclaré. Ouais. Et revenir ensuite sur ce qui a été déclaré par l'entreprise, vous savez, dans les déclarations annuelles des salaires, les DADS, c'est extrêmement difficile. Petite question, qu'est-ce qui se passe, si on ne répond pas à l'administration fiscale? Si on se dit, bon, voilà, ça a l'air bon, je ne réponds pas Il ne se passe rien. Parce qu'en fait, maintenant, vous avez la faculté, ça sera validé par défaut. C'est toujours mieux de le faire. On a toujours une incertitude. En réalité, c'est aussi une question de centre des impôts. Vous avez des centres qui sont parfaitement rompus, puis certains qui sont peut-être un peu moins. Moi, j'apprécie de faire ce que j'appelle les petits signes auprès de l'administration fiscale, c'est-à-dire on fait ce qu'on doit faire d'une façon parfois besogneuse, mais on se manifeste. Maintenant, à partir du moment où vous dites que vos revenus c'est de tel ordre, normalement, vous pouvez rentrer dans la case des personnes qui n'ont plus besoin de déclarer, puisque c'est automatique, c'est systématique, et c'est prévu par la loi. C'est prévu par la loi. On a vu au tout début de la campagne, il y a eu quelques petits bugs, quelques petits couacs, des contribuables qui ont constaté au tout début des écarts entre les revenus mentionnés par le fisc et la réalité de leurs revenus. Ça y est, c'est derrière nous? Oui, ça c'est derrière nous. L'administration s'en est... Alors, il y a encore peut-être une queue de choses qui traînent, mais c'est derrière nous, oui. L'administration s'en est aperçue assez tôt. Donc ça a été... On avait à peine reçu les imprimés, les préimprimés, que déjà elle nous indiquait qu'il y avait des erreurs. Donc c'est plutôt bien d'intervenir aussi vite. Quels sont les salariés qui n'ont pas accès, pour le coup, à cette déclaration les contribuables, pas les salariés, les contribuables qui n'ont pas accès à cette déclaration? Alors, c'est tous ceux qui ont des revenus extraordinaires, c'est les revenus d'activité comme les professions libérales, comme les agriculteurs, tous ceux qui ont des revenus qui ne sont pas calibrés entre le 1er janvier et le 31 décembre, qui vont dépendre à la fois du chiffre d'affaires qu'ils font, par opposition, aux frais qu'ils auront sur cette activité. C'est les revenus fonciers également, ça concerne beaucoup de personnes, parce que les revenus fonciers ne sont jamais strictement identiques. Vous pouvez avoir un défaut de paiement, vous pouvez avoir un locataire qui s'en va, les frais ne sont pas les mêmes. Vous pouvez avoir un loyer strictement identique depuis des années, mais vous avez besoin de refaire de la peinture pour les nouveaux locataires. Donc forcément, c'est quelque chose qui va s'agréger, qui fait partie d'ailleurs d'une déclaration spécifique. Quand on touche des revenus fonciers, qu'est-ce qu'on dit à celles et ceux qui nous regardent, qui ont reçu leur déclaration, qui vont la recevoir pré-remplie, qui touchent des revenus fonciers? Qu'est-ce qu'ils doivent... Ils doivent établir une déclaration. Ils doivent être vigilants sur les frais, et ils sont en particulier sur les frais qui vont engendrer un déficit foncier reportable. Parce qu'en début de location, souvent on a emprunté et on a un montant d'intérêt qui est assez important, et puis on y fait des travaux, donc des travaux de réhabilitation, donc on a des frais qui engendrent un déficit reportable. Le jour où vous n'avez plus de déficit reportable,
C'est-à-dire qu'en fait, votre activité est bénéficiaire. Mais que vous voulez utiliser les déficits reportables des années antérieures, votre dossier doit être nickel. Si votre dossier n'est pas parfait, l'administration va le remettre en cause. C'est-à-dire que si les factures que vous avez disent ben, « j'ai ouvert une porte », ou j'ai ouvert une fenêtre. Ça, ce sont des travaux qui ne sont plus de l'entretien. Donc il faut que le libellé de vos factures soit clair et que vous n'ayez pas une distorsion entre ce que vous avez pensé qu'il était fait et ce que l'administration va voir dans les factures. Et elle va l'éplucher par le menu. Donc il vaut mieux être très prudent parce que 10 ans plus tard, c'est très difficile. Et 10 ans plus tard, ça veut dire qu'on a bien classé ces dossiers, si on reprend les déficits les plus anciens, qu'on a bien classé ces dossiers et que ces dossiers sont clairs, qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc aller tirer en disant bah, tiens, je vais le passer dans les frais parce que c'est rien du tout. Non, on va se mettre dans un schéma pour rien du tout qui va être inutile et qui va faire perdre beaucoup de temps. Sur les revenus mobiliers ou les plus-values mobilières. Alors sur les revenus mobiliers, il n'y a rien de particulier pour ce qui est sur le sol français. Là où ça devient compliqué, il y a deux directions. La première direction, c'est les revenus que vous avez à l'étranger. Je vous coupe, pardon, mais il n'y a pas de problème sur le sol français, c'est-à-dire tout... C'est-à-dire que tout ce qui vient d'une banque française, c'est automatisé. La banque française... Il peut y avoir d'erreurs entre ce qu'a communiqué la banque, a priori. Il faut vérifier, mais d'ailleurs, la vérification n'est pas si simple. Quand vous avez à vérifier des intérêts, vous pouvez vérifier des jetons de présence qui vous sont donnés par une société, vous devez le savoir. Quand c'est des gains de cession de valeur mobilière, donc des plus-values, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que votre portefeuille tourne, si vous avez un portefeuille de valeur cotée, pour savoir quel est effectivement le montant de la plus-value, c'est difficile. Et sur des titres cotés aussi, vous pouvez être, par exemple, minoritaire dans une entreprise qui est vendue, dont vous avez hérité des titres par succession, avec plusieurs frères et sœurs. Il y a eu des augmentations de capital, et là, vous allez être obligé de rentrer dans un calcul un peu plus fin pour bien, c'est ce qu'on appelle le prix unitaire moyen pondéré, surtout si vous avez par exemple vendu des titres pour faire des liquidités au fur et à mesure du temps, ça arrive dans les groupes familiaux, vous avez un bloc majoritaire, souvent les actionnaires dirigeants, et puis vous avez les minoritaires qui sont actionnaires mais plus dirigeants, et puis dont les liens avec la famille se sont estompés, donc ils ont ou se sont distendus et qui vendent leurs titres, quelle que soit la nature de leur titre, pour pouvoir avoir des liquidités. Et donc là, vous avez des calculs à faire qui sont un peu plus fins. Ça, c'est pas pré-rempli, évidemment. Ah non, pas du tout, pas du tout. Et ça, c'est aussi important d'avoir un dossier qui soit chez vous bien au chaud pour pouvoir, quand l'administration vient, donner le dossier. Souvent, on se dit, on fera ça le moment venu. Non, non, il faut le faire au moment où on le fait. Un petit mot des cryptos actifs. Alors ça, c'est très amusant et c'est très compliqué. Déjà, les cryptos, pour beaucoup, c'est j'ai un compte crypto, j'ai pas sorti de crypto, donc j'ai pas de taxation. Mais monsieur, si, parce que en fait, le fait de passer d'une crypto à de l'euro, c'est taxable. Le fait de se dire j'ai des cryptos et j'achète, c'est pas rare, et c'est de plus en plus fréquent, notamment dans une jeune classe qui travaille dans la tech, pour qui c'est parfaitement ordinaire, et puis qui a un petit côté, vous savez ce que ça veut dire, qui spile un peu sur ce genre de choses. Eh bien, ils s'aperçoivent qu'ils ont des plus-values à payer. Et ils ne le pensaient pas parce qu'ils disaient mais mon compte est toujours le même. Mais si, monsieur, vous avez arbitré, vous êtes passé, ou madame, vous êtes passé de crypto à de l'euro, c'est taxable. Oui, mais tout est sur mon compte, peut-être. Ce n'est pas l'extériorisation du compte qui va compter, c'est la conversion de la nature de la crypto en autre chose. Vous achetez des parts de SICA, vous les achetez en crypto, c'est possible, il y a des sociétés de gestion qui l'admettent, poum, là vous avez la plus-value. Et la difficulté, c'est justement le calcul de la plus-value. Alors, on a tendance à renvoyer quand c'est assez volumineux et nombreux sur des plateformes. Vous avez Valtio, WLTO, vous avez Coconut. Coconut, c'est C-O-Q-O-N-U-T-S. Et donc, ces plateformes, elles font les calculs pour vous. Parce que sinon, la méthode est compliquée, parce qu'en fait, vous devez déterminer une plus-value. Je vais relire ma formule, parce qu'à chaque fois que je l'écris, que je le travaille, il faut que je la plus ou moins value brute, parce que vous pouvez aussi avoir de la moins-value, évidemment. Et donc, il ne faut pas hésiter à arbitrer. Mais donc, quand vous arbitrez, que vous avez de la moins-value, que vous transformez, ça vous permet d'extérioriser cette moins-value et de l'appliquer sur d'autres plus-values du même type. Donc, c'est le prix de cession de l'actif numérique concerné par la cession, moins, entre parenthèses, le prix total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques, fois multiplié par le prix de cession de l'actif numérique concerné par la cession sur la valeur globale du portefeuille au jour de la cession considérée. Voilà. Et là, oui. Bon, donc une formule compliquée. Cette formule compliquée, vous devez la faire bouger, parce que si vous vendez au premier trimestre un certain nombre de titres, vous appliquez cette formule. Mais à la formule suivante, le nombre de cryptos n'est plus le même puisque vous en avez cédé et que vous les avez convertis. Et donc c'est un calcul assez compliqué. Là encore, on a beaucoup de jeunes ingénieurs super brillants dans la tech et qui arrivent à leur disant voilà, c'est ça, c'est tout simple. Non, c'est pas tout simple. C'est pour ça qu'on a tendance à les renvoyer vers des plateformes qui font ce
Alors, il se peut qu'il y ait des plateformes de crypto qui vous donnent, mais il se peut que ça ne soit pas le cas. Et ça, c'est un sujet compliqué. Là encore, l'administration, elle n'est pas très violente pour l'instant, mais elle va évidemment apprendre. Donc on a intérêt aussi à être juste, parce que les erreurs d'aujourd'hui, c'est dans 2 ou 3 ans que l'administration viendra les regarder. Donc là encore, il faut anticiper le... Un petit mot de l'impôt sur la fortune immobilière, maître. La fortune immobilière, la difficulté, c'est l'impôt sur la fortune immobilière uniquement sur l'immobilier, donc on n'a pas de sujet. Qui se fait au même moment désormais Qui se fait au même moment. Que la déclaration de revenus. On n'a pas véritablement de sujet, ça c'est, j'allais relativement simple, c'est la question de l'évaluation. L'administration est quand même assez bonne mère, alors évidemment si vous avez un bien qui vaut 100 et que vous le déclarez pour 30, elle va être un peu énervée, oui. Mais elle sait très bien que si un bien que vous ne le vendez pas, et puis... Par exemple, la résidence principale, même si on a une décote, enfin on a un abattement, 30%, ou des résidences secondaires, ou parce que vous avez une décote parce que vous détenez un immeuble au travers. Enfin, c'est une société civile qui détient un immeuble, vous avez aussi une décote parce que vous ne le tenez pas en direct. Et puis, si vous avez 5% des titres de la société civile, c'est pas 5 ramenés à 100, c'est pas tout à fait vrai. Donc, il y a des éléments d'abondement, mais qu'il faut engendrer. Là où c'est plus difficile, c'est pour le chef d'entreprise qui a des immeubles dans l'entreprise. Le groupe s'est construit en achetant des immeubles qui ont servi pour les bâtiments professionnels, et puis un jour ou l'autre il se dit on va les transformer et on y logera soit du personnel, soit parce que c'est en centre-ville et qu'on va convertir ces biens en biens pour percevoir du revenu foncier. Et donc il va falloir aller chercher tout au fond de la filiale et de faire un rapport entre la valeur du bien immeuble, donc à sa juste valeur, versus la valeur de l'entreprise. Et en fait, ce n'est pas strictement la proportion, et ramener ensuite à la part que vous détenez dans l'entreprise. Donc il faut que vous ayez la proportion de l'immobilier ramenée à la valeur de l'entreprise, ensuite, sur lequel vous appliquez votre valeur vous-même, votre pourcentage. Donc ça, c'est aussi, il faut faire attention, et il faut aussi se renseigner auprès dans ces contrats d'assurance, ou dans ces SICAV, qu'elles soient françaises ou autres, sur la question de savoir si on n'a pas de l'immobilier qu'on aurait, sur le moment on était très content d'en faire, puis on a oublié, mais il y en a toujours. Et ça, il faut aller vérifier parce que l'administration, elle connaît aussi les labels. Avant de se quitter, maître, qu'est-ce qu'on a oublié sur les pièges à éviter, les points de vigilance, pas les pièges, mais les points de vigilance, les comptes à l'étranger et les contrats d'assurance à l'étranger. J'ai le cas... des contrats d'assurance vie à l'étranger au Luxembourg, il y en a quand même pas mal. C'est un contrat d'épargne. On a le droit. C'est pas grave d'aller souscrire un contrat d'assurance vie au Luxembourg. C'est une mécanique qui fonctionne bien. On est en Europe, pourquoi pas. Il était une époque où on pouvait avoir plus de titres non cotés, ce qui était un intérêt dans les contrats luxembourgeois. C'est un peu différent maintenant, mais ça a toute sa justification et ça n'a aucun avantage fiscal particulier. Aucun. Et on peut se dire que la réglementation en cas de défaillance des compagnies d'assurance est peut-être, parce que ça, il faut voir dans les faits, supérieure à celle qu'on aurait en France, pour différentes raisons, justement réglementaires. Donc on peut comprendre qu'on va souscrire, ça n'est pas un avantage. Mais alors ça, il faut le déclarer. Vous voyez, j'ai le cas d'une personne qui avait des actifs à l'étranger inconnus, si je puis dire, qui a régularisé ses actifs, c'était un compte bancaire, et qui, après cette régularisation, a conservé son compte à l'étranger, en Suisse en l'espèce, mais a oublié, n'a pas omis de déclarer les revenus. Les revenus ont bien été déclarés. Les gains en capital ont bien été déclarés, mais a oublié de cocher la case 8UU, comme la colle, mais il n'y a pas de H au milieu, et a oublié de faire une déclaration spécifique 3916. 1 500 € par compte. Alors, on a des tout petits revenus. En fait, on a mangé les comptes, on a mangé les revenus. C'était quelqu'un qui avait... Et l'administration n'est pas très facile, n'est pas très encline, ça dépend aussi des centres des impôts, mais n'est pas très encline à se dire, bon, allez, écoutez, j'ai compris, c'est une erreur, vous n'avez pas... Donc, il faut éviter ça parce que c'est à la fois un souci administratif, et c'est aussi un souci de temps, et c'est un souci d'argent, parce que vous allez être obligé de faire appel à des gens compétents, et ça n'est pas toujours gratuit. Allez, merci beaucoup. Mode d'emploi, explication signé Maître Jérôme Barré, avocat au cabinet, avocat associé au cabinet. Oui, je l'essaie encore, oui, je suis très associé. Merci, salut.